Ces 15 dernières années, la Chine a envoyé plus d'engins spatiaux sur la Lune que n'importe quel autre pays au monde. Et pas seulement quelques missions. On parle de sondes orbitales, d'atterrisseurs de rover, d'un robot qui a exploré les cratères les plus profonds et d'un vaisseau spatial qui a prélevé des roches dans des endroits jamais foulés par l'homme et les a ramenés sur Terre. Et ce n'est que le début. Voici maintenant ce qui est stupéfiant, la Chine n'agit pas ainsi pour gagner une course. La Lune renferme en effet un trésor qui pourrait révolutionner à jamais notre exploration du système solaire. Un objet figé, un trésor ancestral enfoui dans l'obscurité depuis des milliards d'années, attendant d'être découvert. Si ce genre d'histoire vous passionne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi la Chine persiste ce qu'elle recherche réellement et pourquoi celui qui découvrira la solution en premier pourrait détenir les clés de l'avenir de l'espace. Entrons dans le vif du sujet, un pas après l'autre mais sans jamais stagner. La plupart des pays qui souhaitent aller sur la Lune cherchent à y atterrir immédiatement. La Chine a opté pour une approche différente. Au début des années 2000, elle a élaboré un plan qui prendrait des décennies à mettre en œuvre. Non pas par lenteur, mais par intelligence. Chaque mission était conçue pour leur apprendre quelque chose qui leur serait utile pour la suivante. Rien n'était gaspillé. Rien n'était précipité. Le plan comportait 4 étapes. Premièrement, survoler la Lune et l'observer de près. Deuxièmement, s'y poser. Troisièmement, rapporter des échantillons sur Terre. Et quatrièmement, y construire une structure permanente. Chaque étape devait être parfaitement exécutée avant de passer à la suivante. Imaginez la construction d'un gratte-ciel, on ne pose pas les vitres avant que la charpente métallique ne soit en place et on ne met certainement pas le toit avant d'avoir coulé les fondations. La première mission a été lancée en 2007. Elle fut baptisée Chang'e 1, du nom d'une déesse lunaire chinoise issue de légendes anciennes. Cette sonde spatiale a orbité autour de la Lune pendant plus d'1 an et a dressé certaines des cartes les plus détaillées de la surface lunaire jamais réalisées à l'époque. Pas d'atterrissage spectaculaire, pas de drame humain, juste des données propres et précises que les scientifiques pourraient réellement utiliser. Des données que les ingénieurs pouvaient analyser pendant des années et transformer patiemment en plans. 3 ans plus tard, Chang'e 82 affina encore davantage ses cartes. Les scientifiques pouvaient désormais zoomer sur les cratères, les crêtes et les chaînes de montagnes et déterminer précisément les zones d'atterrissage sûres pour un vaisseau spatial sans risque de basculement ou d'enfoncement dans un seul meuble. Ces missions n'ont pas fait la une des journaux comme un lancement de fusée habitée. Mais en coulisses, elles accomplissaient une tâche tout aussi importante, l'élaboration d'un modèle qui guiderait chacune des missions suivantes. Et ce qui suivit changea complètement notre vision de la Lune. La découverte qui a bouleversé les manuels scolaires. En 2013, la Chine a franchi une étape importante. Chang'e 3 est devenu le premier engin spatial à se poser sur la Lune depuis les années 1970. Imaginez un peu près de 4 décennies s'étaient écoulées sans le moindre alunissage réussi. Et puis, discrètement et avec précision, la Chine y est parvenue. À bord de l'atterrisseur se trouvait un petit robot rover nommé U2, qui signifie « lapin de jade » en chinois. Il a quitté l'atterrisseur pour se poser sur la surface grise et poussiéreuse et s'est immédiatement mis au travail. En quelques jours, U2 a fait une découverte inattendue des roches. Elles étaient différentes. Pendant des décennies, tout ce que les scientifiques savaient des roches lunaires provenait des missions Apollo. 12 astronautes avaient marché sur la Lune et en avaient rapporté des échantillons que les chercheurs étudiaient depuis. Ils s'étaient forgé une image complète de la composition lunaire à partir de ces roches. Des manuels furent rédigés, des maquettes construites, tout un récit scientifique élaboré qui s'avéra incomplet. Les instruments de U2 analysèrent le sol et les roches environnantes et découvrirent un type de roche volcanique qui ne correspondait à rien dans la collection Apollo. Sa signature chimique était différente. L'agencement des minéraux était différent. C'était comme trouver une recette totalement inédite dans un livre de cuisine que l'on pensait connaître par cœur. Non pas une simple variante d'un même plat, mais un aliment entièrement nouveau. Cette découverte fut capitale pour les scientifiques. La Lune n'est pas un simple rocher uniforme flottant dans l'espace.
Sa géologie est complexe avec des régions formées par des processus et à des époques totalement différentes. Elle présentait une activité volcanique dans des zones jamais explorées par une mission. Quant aux régions où Apollo a atterri, elles ne représentaient qu'un petit groupe de points sur une immense carte s'étendant sur des millions de kilomètres carrés dans toutes les directions. La Lune que nous pensions connaître n'était qu'une infime partie de la réalité et le reste n'avait jamais été étudié de près. Alors, si les zones que nous avions déjà explorées nous surprenaient déjà, que pouvait-on encore trouver dans des endroits que nous n'avions même jamais regardés? Cette question ne resta pas longtemps sans réponse. Atterrir là où personne n'osait aller, la Lune présente toujours la même face à la Terre. Ce n'est pas un hasard. Elle tourne sur elle-même à une vitesse précise, de sorte qu'une face nous soit constamment visible, tandis que l'autre, la face cachée, est toujours tournée vers l'espace profond. Vous pourriez vous tenir n'importe où sur Terre, regarder la Lune chaque nuit pendant toute votre vie et vous ne verriez jamais ce qui se trouve de l'autre côté, même avec le télescope le plus puissant jamais construit. L'atterrissage sur la face cachée de la Terre a longtemps été considéré comme quasiment impossible. Dès qu'un vaisseau spatial touche le sol, il perd tout contact avec la Terre. Il n'y a aucune visibilité directe, aucun moyen d'envoyer des commandes, aucun moyen de recevoir des données, aucun moyen de savoir si quelque chose a mal tourné. C'est comme essayer de parler à quelqu'un enfermé dans une pièce insonorisée, sans fenêtre, sans réseau téléphonique et sans possibilité de frapper à la porte. La Chine a résolu ce problème de l'une des manières les plus élégantes jamais imaginées. Avant même le lancement de l'atterrisseur, elle a envoyé un petit satellite relais et l'a placé sur une orbite soigneusement choisie au-delà de la Lune, où il pouvait observer simultanément la Terre et sa face cachée. Les signaux pouvaient alors transiter entre l'atterrisseur et la Terre, grâce au satellite, tel un messager de confiance faisant la navette entre deux personnes qui ne peuvent se voir. Simple en théorie, incroyablement difficile à mettre en œuvre. En 2019, Chang'e 4 s'est posé dans un cratère appelé le bassin pôle Sud-Aitken. Il s'agit de l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire. Il s'étend sur plus de 250 km de diamètre. Pour donner un ordre de grandeur, ce seul cratère a à peu près la superficie de l'Europe occidentale. Les scientifiques pensent qu'elle est si profonde et si ancienne qu'elle a peut-être traversé toute la couche externe de la Lune et exposé des matériaux provenant des profondeurs de son intérieur. Des matériaux enfouis depuis la formation de la Lune. Puis, en 2024, Chang'e 6 a accompli un exploit encore plus étonnant. Elle ne s'est pas contentée d'atterrir sur la face cachée. Elle a prélevé environ 2 kg de roches et de sol ancien, les a scellés dans un conteneur. A lancé une petite fusée depuis la surface lunaire vers une orbite où elle s'est amarrée à un vaisseau spatial en attente. Survolant la Lune, ils ont transféré la précieuse cargaison et l'ont ramenée sur Terre. Chaque étape devait être parfaitement maîtrisée. Aucune n'avait jamais été tentée depuis la face cachée. Les roches rapportées étaient âgées d'environ 2,8 milliards d'années et présentaient des signes évidents d'activité volcanique bien plus tardive que prévu. La Lune ne s'est pas éteinte aussitôt que les scientifiques le pensaient. Son histoire géologique est bien plus longue et bien plus étrange que ce que les manuels scolaires ont jamais décrit. Et à chaque nouvel échantillon, chaque nouvel atterrissage, chaque nouveau rover, le tableau devenait de plus en plus complexe et fascinant. Mais voilà le point essentiel. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, ce n'est pas l'essentiel. Le véritable enjeu pour la Chine se trouve dans une toute autre partie de la Lune. Que cache l'obscurité? Sortez par une nuit claire et contemplez la Lune. Imaginez maintenant son pôle sud. Sur Terre, les pôles sont froids et recouverts de glace. Sur la Lune, le pôle sud est un lieu bien plus étrange et extrême que tout ce que l'on pourrait imaginer. La Lune étant à peine inclinée sur son axe, la lumière du Soleil atteint le pôle sud avec un angle très faible rasant sa surface comme une lampe torche tenue presque à l'horizontale. Certains cratères proches du pôle sont si profonds que leurs parois bloquent complètement les rayons du Soleil.
Pas un jour, pas une saison, pas un siècle. Certains de ces cratères sont plongés dans l'obscurité totale depuis plus d'1 milliard d'années. Aucune lumière n'a pénétré leur fond depuis bien avant l'apparition de la vie sur Terre. À l'intérieur de ces cratères, la température descend jusqu'à moins 200 degrés Celsius. C'est plus froid que la surface de Pluton. C'est l'un des environnements naturels les plus froids de tout le système solaire. Mais voici ce qui rend ce froid incroyablement fascinant. Les scientifiques pensent que le fond glacial est plongé dans l'obscurité de ces cratères renferme de la glace d'eau. Aucune lumière ne l'a atteint depuis bien avant l'apparition de la vie sur Terre. Pendant des milliards d'années, des comètes et des astéroïdes chargés d'eau ont percuté la Lune. La majeure partie de cette eau s'est consumée, évaporée ou a dérivé dans l'espace. Mais dans ces cratères perpétuellement obscurs du pôle sud, l'eau n'avait absolument nulle part où aller. Elle est restée gelée à l'état solide, parfaitement conservée pendant des centaines de millions d'années, comme des aliments rangés au fond d'un congélateur que personne n'ouvre jamais. Maintenant, réfléchissez à ce que représente réellement l'eau dans l'espace. L'océan est composé de 2 éléments, l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène est ce que les astronautes respirent. L'hydrogène est l'un des carburants pour fusées les plus puissants jamais développés. Si l'on parvient à extraire cette glace, à la décomposer et à la convertir en air respirable et en carburant utilisable, la Lune cessera d'être une simple destination. Elle deviendra une station-service, un dépôt de ravitaillement, un gigantesque centre de ravitaillement situé à proximité de la Terre. Prêt à envoyer des vaisseaux spatiaux plus loin dans le système solaire sans avoir à transporter depuis la surface terrestre tout ce carburant lourd et coûteux. Faire décoller quoi que ce soit sur Terre coûte une fortune en raison de la forte gravité de notre planète. La gravité lunaire est environ 6 fois plus faible que celle de la Terre. Lancer du carburant depuis la Lune coûterait une fraction du coût réel. Les futures missions vers Mars, les lunes de Jupiter ou même plus loin pourraient faire escale sur la Lune, se ravitailler et poursuivre leur route. La Lune pourrait devenir la première station de ravitaillement extraterrestre au monde, et celui qui la construira en premier aura une longueur d'avance considérable pour des générations. Voilà pourquoi le pôle Sud est si important. Voilà la véritable raison pour laquelle la Chine persiste. Mission après mission, année après année. Le robot qui plonge dans l'obscurité. Pour trouver et confirmer la présence de glace d'eau, il est impossible de se contenter d'orbiter au-dessus de ces cratères et de formuler des hypothèses. Il faut pénétrer directement à l'intérieur. Or, les rovers classiques fonctionnent à l'énergie solaire. Sans soleil, pas d'énergie. Et les roues ne peuvent pas évoluer sur le terrain accidenté, déchiqueté et totalement imprévisible d'un cratère resté intact pendant 1 milliard d'années. La réponse de la Chine à ce problème est la mission Chang'e 7. Actuellement prévue pour un lancement sur 2026, cette mission lunaire est la plus ambitieuse jamais entreprise par la Chine sur le plan technique. Elle embarque un dispositif inédit dans l'histoire de l'exploration lunaire, un petit robot capable de sauter au lieu de se déplacer lentement sur roues. Cette sonde bondissante peut pénétrer directement dans les cratères plongés dans l'ombre permanente. Elle est équipée d'instruments qui peuvent détecter les molécules d'eau présentes dans l'air et le sol, repérer les signatures d'hydrogène et analyser les dépôts gelés enfouis profondément dans le sol. Elle s'y introduit, effectue sa mission et ressort en quelques minutes de zones où un rover classique serait détruit. Imaginez envoyer une grenouille explorer une grotte obscure plutôt que d'y conduire une voiture. Agile rapide est conçu pour un endroit où rien d'autre ne peut aller. La mission complète Chang'e 7 comprend également un orbiteur survolant la région du pôle Sud depuis une haute altitude cartographiant le terrain et relayant les signaux vers la Terre. Un module d'atterrissage se posera sur un terrain stable près du pôle. De là, un rover parcourra la surface étudiant la composition du sol et repérant des cibles pour la sonde sauteuse. Les 4 composantes fonctionnent ensemble, comme une seule équipe coordonnée, s'échangeant constamment des informations et les transmettant aux scientifiques qui attendent sur Terre. Si Chang'e 7 revient avec une confirmation formelle de la présence d'importants dépôts de glace d'eau dans ces anciens cratères, cela figurerait parmi les découvertes les plus importantes de l'histoire de l'exploration spatiale.
Un événement non seulement scientifiquement passionnant, mais aussi potentiellement révolutionnaire, car il prouverait que tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre et travailler au-delà de la Terre est déjà là présent, vieux de milliards d'années et parfaitement préservé. Et la confirmation de la présence d'eau n'est que la première étape d'un long processus. Construire une maison qui n'a jamais été importée de la Terre. Trouver une ressource et l'utiliser sont deux choses complètement différentes. On ne peut pas simplement ramasser de la glace et appeler ça une base. Il vous faut une technologie capable de résister à l'absence d'oxygène, aux variations de température extrêmes entre le jour et la nuit, aux bombardements constants de radiation et aux poussières fines qui s'infiltrent dans le moindre interstice de toutes les machines jamais construites. Il vous faut des systèmes capables de fonctionner pendant des mois, voire des années, sans intervention humaine. Il vous faut, en résumé, apprendre à construire sur la Lune en utilisant uniquement les ressources lunaires. C'est l'objectif principal de Chang'e-8 actuellement prévu pour 2029 environ. Cette mission est entièrement consacrée à tester ce que les ingénieurs appellent l'utilisation des ressources in situ, c'est-à-dire utiliser ce qui se trouve déjà sur place, au lieu de transporter tout le matériel depuis la Terre à travers 383 0 km d'espace vide. Une série d'expériences vise à chauffer et à compresser le sol lunaire pour en faire des blocs de construction solides. Imaginez que l'on fabrique des briques, mais au lieu d'utiliser de l'argile extraite des berges d'une rivière, on utilise la même matière grise et poussiéreuse qui recouvre la surface lunaire dans son intégralité. Ces briques pourraient à terme servir à construire des plateformes d'atterrissage plates et robustes, réduisant ainsi les dangereux nuages de poussière soulevés à chaque atterrissage de fusée. Ces systèmes pourraient créer des parois protectrices autour des habitats, préservant ainsi les astronautes des radiations. Ils pourraient également aménager des routes pour les rovers, évitant aux engins de devoir traverser des sols meubles à chaque voyage. D'autres expériences exploreront la possibilité d'extraire l'oxygène directement des minéraux lunaires. Le sol lunaire est riche en oxygène, mais celui-ci est chimiquement emprisonné dans les roches au lieu de flotter librement dans l'air. Un procédé approprié permettrait de rompre ces liaisons chimiques et de libérer l'oxygène. Certains projets envisagés font appel à des imprimantes 3D robotisées qui utilisent le sol lunaire comme matière première pour construire lentement des structures à partir de 0 couche par couche de la même manière qu'une imprimante. 3D Domestique construit une maquette en plastique mais à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus sérieuse. Des robots autonomes pourraient imprimer des murs des sols et des dômes protecteurs incurvés bien avant l'arrivée de toute équipe humaine. Si ces technologies fonctionnent dans l'environnement lunaire réel et non pas seulement en laboratoire sur Terre, tout changera. Il ne sera plus nécessaire d'envoyer des matériaux de construction depuis la surface terrestre. La Lune contribuera à sa construction. Et une fois les bases posées, le plan vers lequel tout cela converge deviendra enfin réalisable. La base qui pourrait définir le siècle prochain. Tout ce qui a été décrit jusqu'ici, les orbiteurs précis, les découvertes des rovers, les atterrissages sur la face cachée. La recherche d'eau, les expériences de construction convergent vers un objectif final, une station de recherche permanente au pôle sud lunaire. La Chine la nomme Station internationale de recherche lunaire ou ILRS. Il s'agit de l'un des projets d'infrastructure spatiale les plus ambitieux jamais sérieusement proposés par une nation. Le plan de construction devrait débuter au début des années 2030. Des missions robotisées arriveront en premier, livrant des unités de production d'énergie, des tours de communication et des modules de laboratoire scientifique. Les machines prendront en charge les travaux de construction initiaux difficiles et dangereux bien avant même qu'un astronaute n'embarque à bord d'une fusée. Pendant plusieurs années, la station s'agrandira et gagnera en capacité module après module jusqu'à pouvoir accueillir des équipages humains pour des séjours de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. La Chine invite également d'autres pays à participer à ce projet et l'intérêt suscité est considérable. Des dizaines de nations ont déjà manifesté leur souhait de contribuer à l'ILRS en fournissant des expériences, des technologies ou du personnel. Ainsi, il ne s'agira pas d'un simple avant-poste national. Il s'agirait d'une base partagée sur une autre planète, la Chine fournissant les fondations et d'autres pays construisant à ses côtés. Car cela prouverait
que tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre et travailler au-delà de la Terre est déjà là à portée de main vieux de milliards d'années et parfaitement préservé. Sur le plan pratique, la Chine teste régulièrement tous les éléments nécessaires pour que des astronautes puissent atteindre la surface lunaire avant la fin de la décennie. La fusée. Longue marche dixte suffisamment puissante pour placer environ 27,0 kg en orbite lunaire a réussi un vol d'essai crucial à basse altitude début 2026. Le vaisseau spatial rudimentaire de Mengzhou a passé avec succès un test critique d'interruption de mission d'urgence à peu près au même moment, prouvant ainsi sa capacité à assurer la sécurité des astronautes, même en cas d'incident au lancement. 2 fusées seront nécessaires pour chaque mission lunaire rudimentaire. L'un transporte l'équipage à bord de son vaisseau spatial. L'autre transporte l'atterrisseur lunaire. Ils se rejoignent en orbite lunaire Samar, puis 2 astronautes prennent place à bord de l'atterrisseur et descendent à la surface. Les premières missions habitées ne dureront probablement que quelques jours, mais ces premiers séjours de courte durée ne constituent pas une finalité. Il s'agit d'une démonstration de faisabilité d'une répétition générale, du moment où l'humanité confirme sa capacité à envoyer des hommes sur la Lune en toute sécurité et à les ramener sur Terre, ouvrant la voie à des séjours de plus en plus longs jusqu'à devenir des affectations permanentes. Grâce à sa faible gravité, la Lune permet des lancements à moindre coût. Son potentiel de production de carburant en fait une plateforme de lancement stratégique. Sa face cachée unique en son genre offre un silence radio idéal pour l'astronomie et sa position dans l'espace. En fait, la première étape idéale pour toute mission s'aventurant plus profondément dans le système solaire. Le premier groupe à y construire une infrastructure durable et fonctionnelle ne se contentera pas de remporter une compétition. Il définira les règles de planification de financement et d'exécution de toutes les futures missions au-delà de la Terre pour les décennies à venir. Et en ce moment même, étape par étape, mission après mission, rover après rover, la chaîne pose les fondations de cette mission sur une surface qui semblait autrefois appartenir à un chapitre clos de l'histoire humaine. L'histoire de la Lune n'a jamais été terminée. Il s'avère qu'elle n'était que l'introduction. Si cela a changé votre vision de la Lune, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Activez les notifications car l'histoire est loin d'être terminée et nous couvrirons chaque mise à jour importante. À présent, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Si une base lunaire était opérationnelle d'ici 2050, seriez-vous prêt à y vivre?